Bonsoir et bienvenue dans High Tech. Mettez-vous à votre aise, l'aventure tech démarre. Le Salon mondial du mobile s'est tenu à Barcelone du 24 au 27 février 2014. Cela a été l'occasion pour l'ingénieur ivoirien M. Thierry Ndofou de présenter sa première tablette africaine. Kelassi de son nom est une tablette éducative. Messieurs, dames, allons à la découverte de Kelassi. Nous l'avons créé pour répondre à une problématique qui nous revenait assez souvent, la dématérialisation du cartable de l'enfant à cause de son poids sans cesse grandissant. Alors aujourd'hui, les élèves, les étudiants, pour aller en cours, transportent 5, 8 à 10 kilos, ce qui pourrait avoir des conséquences sur leur santé. Et nous avons pensé donc à leur faciliter la vie et leur permettre d'aller à l'école et d'apprendre de façon conviviale, simple, et puis en harmonie avec leur siècle. Voilà. On est parti d'une idée, de l'idée donc de faire une tablette, mais à vocation utile pour l'éducation. Et cette idée, nous avons donc commencé à creuser afin de savoir quelles pourraient être les spécificités d'une tablette qui est destinée à l'école. Alors, on a, dans un premier temps, étudié la cible. Ce sont des mains qui ne sont pas toujours soigneuses, surtout pour les petites classes. Donc, il fallait une tablette robuste. Nous avons voulu que notre tablette soit adaptée tant dans les pays tropicaux que dans les pays du Nord. Et donc, pour ces pays-là, les spécificités, on a beaucoup de pluie des fois, on a beaucoup de poussière et puis même dans les pays du Nord, on a la neige et tout. Donc il nous fallait une tablette qui soit résistante aux intempéries et résistante également à la poussière parce que les élèves, surtout les petites classes, pourraient être amenés à jouer avec ces tablettes-là dans le sable. Voilà. Donc de cette idée, on s'est dit, l'autre spécificité, ça va être que nous nous adressons uniquement au monde scolaire. La spécificité, c'est que ce sont les programmes, les ouvrages au programme des différents États que nous visons, qui sont d'abord dématérialisés, puis rendus interactifs et enrichis avec de la vidéo et de la voix. Voilà. Il y a la possibilité d'intégrer et de rendre interactifs les exercices à faire et à rendre. Voilà, il y a cette possibilité-là. Donc, comme je l'expliquais, le parent ou l'école attribue les droits, attribue les horaires d'usage de la tablette. On peut décider que la tablette, on ne l'utilise pas de 9h à 10h parce qu'il y a un cours particulier qui ne nécessite pas de tablette et qui nécessite toute l'attention de l'élève sur l'instituteur ou sur l'enseignant. Donc il y a la possibilité aussi de bloquer à certaines heures l'usage de la tablette. Donc elle est vraiment conçue et faite pour le monde éducatif. Nous avons voulu concevoir quelque chose qui vienne d'Afrique, mais qui puisse adresser les besoins de tous les pays. Voilà, on ne s'est pas restreint. Dans notre entendement, nous ne sommes pas restreints à l'Afrique. Bien sûr, nous venons de Côte d'Ivoire. Naturellement, nous allons viser premièrement le marché ivoirien, mais je crois que très rapidement, nous allons essayer de nous étendre, même pourquoi pas à l'Europe et aux États-Unis. Dans notre rubrique Focus sur projet, nous recevons M. Basile, journaliste et blogueur, qui nous parle de sa chaîne Techno Créée. Il s'agit d'une plateforme YouTube, une chaîne YouTube que j'ai créée, ça fait quand même un peu longtemps. Mais là, je viens de commencer de petites vidéos, une rubrique qui s'appelle les minutes tech ou bien la minute tech, dont l'objectif est de donner des astuces, de faire comprendre aux internautes comment par exemple trouver un site internet, comment par exemple parler d'une application, comment fonctionne une application par exemple, ou comment faire pour bien surfer sur internet. Donc ce sont des astuces que je présente chaque jour sur cette nouvelle chaîne YouTube. Il y a à peu près 2 à 3 émissions qui passent à la télé, mais ça manque toujours le côté technologique. Donc moi je viens à peu près pour apporter un plus dans ce domaine parce que ça fait longtemps que je suis dans le domaine de la technologie. Donc là,
La plateforme est juste pour les internautes qui sont intéressés et surtout les internautes qui sont intéressés par les réseaux sociaux parce que ce n'est pas uniquement aussi une plateforme où on parle de logiciels, de sites internet, mais également des conseils concernant les réseaux sociaux parce qu'on remarque de plus en plus que les jeunes sont très présents sur les réseaux sociaux. Maintenant, il faut les indiquer, leur dire quel réseau social utiliser par exemple ou bien comment se comporter sur Facebook, comment tweeter et comment trouver du travail sur Facebook. Donc, c'est à cause de cela que j'ai créé cette, je vais pas dire cette plateforme, cette rubrique sur Internet pour accompagner les nuls, entre parenthèses, les internautes qui n'ont pas un background assez élevé sur la toile, mais aussi accompagner les gens qui savent, mais qui n'ont pas tout le temps de fouiner sur Internet et de trouver des logiciels pour bien faire leur travail. Dans la question de la semaine de ce numéro, nous allons parler de Facebook, un sujet qui, j'en suis sûre, va passionner le lectorat. Que sait-on de Facebook ? Tout le monde a pratiquement un compte Facebook. Nous avons des addicts Facebook, des pro-Facebook et des anti-Facebook. Mais que sait-on exactement? Et surtout, quels sont les dangers liés à son utilisation? Telle est la question de la semaine. Facebook a célébré mardi 4 février son 10e anniversaire. 10 ans d'un phénomène mondial qui touche plus d'1 milliard de personnes dans le monde, dont les 3/4 se connectent chaque jour. Le chemin parcouru par Mark Zuckerberg paraît presque irréel. Son site, créé dans une chambre à l'université de Harvard, pèse aujourd'hui plus de 150 milliards de dollars. Mais quand on raconte une légende, on n'en oublie pas les points les plus importants. L'on se demande aujourd'hui pourquoi Facebook est devenu incontournable. Incontournable, oui, c'est vrai. Ce qui se passe, c'est que tout le monde utilise Facebook parce qu'il y a l'interconnectivité entre les différents pays, je pense. Parce que tout ce qui se passe à l'extérieur aujourd'hui arrive en Afrique, surtout au Sénégal. On a Facebook qui se place comme le site le plus visité. D'accord? Donc, si quelqu'un veut faire de la communication, du marketing, ou en tout cas veut que son activité soit connue, il se trouve que Facebook devient de fait incontournable au Sénégal, en tout cas sur le web. Mark Zuckerberg, quand il a créé son logiciel, était encore étudiant. Au début, c'était un moyen d'échanger via Internet, des photos de copains, des souvenirs. Par la suite, le concept de réseau social allait donner naissance à une formidable entreprise commerciale. Ce qui nous amène à demander quels sont les différents usages de Facebook. Ce que les gens font ou peuvent faire sur Facebook, vraiment ça part de la communication politique à la communication institutionnelle, que ce soit pour les entreprises, les gouvernements, en passant par l'éducation. Il y a des usages vraiment indéfinis. J'utilise Facebook parce que la plupart de mes amis sont sur Facebook d'abord. Ensuite, pour partager des photos et échanger surtout avec les discussions instantanées. Et des fois, je l'utilise soit c'est pour voir mes amis ou bien pour des informations qu'on se passe. Quand tu as la nostalgie de quelqu'un, tu peux l'envoyer directement un message sur Facebook au lieu d'aller le voir. Donc, ça a tendance à remplacer la vie des jeunes surtout. 1,2 milliard, c'est le nombre d'utilisateurs de Facebook à travers le monde. C'est énorme. Au Sénégal, on vient de dépasser le 1 million d'inscrits. Facebook et les Sénégalais. C'est une bonne chose pour, en tout cas, ceux qui utilisent Facebook pour communiquer. Mais également, c'est quelque chose qui peut être quelque part dangereux, dans la mesure où c'est beaucoup plus de personnes qui accèdent à ce réseau social-là et qui ne savent pas forcément les implications de leurs actions sur le réseau social. Facebook, une formidable vitrine pour tous ceux qui ont quelque chose à dire ou à vendre. Quels sont les avantages pour les consommateurs grand public et les professionnels? Aujourd'hui, les entreprises à grande taille ne considèrent plus Facebook comme une plateforme amusante, intéressante et tout ça. Aujourd'hui, Facebook est arrivé à un stade où il est considéré comme un instrument marketing et communication incontournable. Il est important de savoir bien communiquer sur Facebook. Et pour en tirer profit, il faudrait naturellement avoir une stratégie, l'élaborer du début à la fin en fonction de ses objectifs.
Par exemple, sur certaines pages, le consommateur a droit à des promotions, des réductions de 5 à 20%, voire plus. S'il faut avoir une présence sur Facebook, il faut que cette présence-là soit justifiée par des objectifs bien clairs, bien définis à l'avance et pouvoir suivre ces objectifs-là de la création à la croissance de la page. Les entreprises sont en contact direct avec les consommateurs, ce qui leur permet d'avoir les retours des consommateurs, savoir quel jugement les consommateurs ont par rapport à leurs produits et derrière, ces entreprises agiront en conséquence. Facebook est un moyen de présenter son art au plus grand nombre, un moyen de se faire connaître dont tout le monde y trouve son compte. Alors, Facebook et les artistes sénégalais et les politiques. Vous remarquerez que la plupart de nos artistes, instruits ou pas d'ailleurs, sont sur Facebook parce qu'ils ont compris en fait la nécessité d'être sur Facebook pour développer leur business, pour développer leur production. Et qui sont tant bien que mal en train de discuter, d'avoir une certaine relation avec leur communauté. Quant aux politiques, en fait, ils n'ont pas vraiment compris l'intérêt d'être sur Facebook. Ils sont sur Facebook par moment, par exemple, lors des campagnes pour les élections. Ils sont sur Facebook pour faire un buzz ponctuel, c'est-à-dire à ce moment T, ils y sont pour faire la promotion de leur programme, de leur projet, entre autres. Or, ils doivent être présents sur le réseau pour fidéliser ses électeurs. Aussi, aujourd'hui, Facebook a 1 million de Sénégalais et 500 000 utilisateurs sénégalais à travers le monde. Dans ce nombre-là, 75 à 80% sont des électeurs ou auront l'âge de voter, en tout cas pour les prochaines élections. Donc c'est une bonne chose, mais parfois il y a des dérives. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui peuvent réellement créer des pages pour des personnalités publiques, alors que ce n'est pas réellement ces personnes-là qui devraient normalement ou bien qui ont la légitimité pour le faire. Et ça peut poser problème. Une question toute simple, l'avenir de Facebook au Sénégal. Depuis 2012, il y a une évolution de 25% par an, ce qui fait que la population sénégalaise, en tout cas sur Facebook, n'arrête pas d'augmenter. Il y a beaucoup de choses à faire. Il y a des choses qui sont en train d'être faites, il y a des bonnes choses qui sont en train d'être faites. D'où l'intérêt, en tout cas pour les jeunes, les acteurs économiques, les acteurs culturels, les politiciens, entre autres, d'être présents sur le réseau social Facebook. La force de Facebook est d'avoir su s'intégrer dans l'écosystème d'Internet. Sa force reste également le fait de savoir rester à la page en s'inspirant clairement de d'autres services pour ne pas laisser de la place à la concurrence. Difficile de passer à côté de l'engouement des marques pour Facebook. Les possibilités de marketing se sont multipliées. Mais Facebook, au fil des années, est passé de réseau social à une véritable plateforme sociale. Et c'est ce qui explique en partie son succès. La concurrence désormais s'appelle aussi bien Twitter, Google, que ce soit sur la question de la recherche, de la délégation d'authentification. Toutefois, pouvons-nous dire que Facebook a un avenir prometteur? L'actu en bref de cette semaine reste essentiellement concentrée sur notre économie. C'est tout de suite. Le député Moustapha Diakhaté, président du groupe parlementaire Benno Bokk Yakaar, a demandé l'audition des opérateurs de transfert d'argent, afin qu'ils édifient l'Assemblée nationale sur la protection, l'utilisation, la conservation, le stockage et la divulgation des données personnelles par leurs services. Évoquant l'article 44 du règlement intérieur de l'Assemblée nationale, il a sollicité l'audition commune par les commissions de la Défense, des lois et de l'économie générale, des ministres de l'Intérieur, de la Justice et de l'économie et des Finances, ainsi que celle des responsables de Wari, Johnny et Post One. Le 17 janvier 2014, un atelier de formation des architectes sur la plateforme de dématérialisation de la procédure de traitement des dossiers de permis de construire s'est tenu à Dakar. Ce projet d'un montant de 1,210 milliards de francs CFA est financé par The Investment Climate Facility for Africa à hauteur de 58% et par l'État pour 42%. D'une durée de 18 mois, le projet qui a démarré en juillet 2013 devrait prendre fin en décembre 2014. Outre la dématérialisation de la procédure, ce projet devrait favoriser une réduction des coûts d'au moins 25%.
Conformément aux recommandations du schéma directeur informatique de l'État, le ministère de l'Économie et des Finances a décidé de procéder à l'audit de son système d'information. L'audit de ces systèmes devrait permettre de renforcer la sécurité des données relatives à l'économie sénégalaise ainsi que celles touchant à la vie privée des citoyens. Le ministère de l'Économie et des Finances dispose de l'un des parcs informatiques le plus étendu de l'administration sénégalaise ainsi qu'un système d'information complexe. Dans notre rubrique Entretien, je ne vous dirai pas qui est l'invité, mais je vous laisse le découvrir. Pour comprendre l'impact de Facebook en tant que tel, en tant que réseau social, il faut comprendre la position des réseaux sociaux de manière générale, ensuite venir à Facebook. À savoir que le monde où nous vivons actuellement est de plus en plus rapide. Les distances qui étaient de plus en plus grandes physiquement restent grandes, mais malgré tout, les moyens de communication permettent de remplacer un petit peu cette distance, mais en nous donnant toujours de moins en moins de temps. Si on prend la jeunesse actuelle, ils ont tendance à se lever très très tôt, aller étudier ou aller bosser, aller travailler, rentrer tard le soir, et cela du lundi au vendredi, ce qui laisse très peu de temps à une activité sociale régulière. Pour autant, pour un équilibre humain, on va dire, on a besoin de ce rapport humain, de ce contact social. C'est là qu'interviennent les réseaux sociaux en offrant la possibilité à tout individu de communiquer avec des cercles d'amis, plus ou moins grands. En plus, il y a la facilité d'accès à ces genres d'outils. Une connectivité permanente. On a de l'ADSL souvent chez nous, ou bien on a un téléphone portable qui rend un accès possible à un coût relativement faible, en tout cas de moins en moins cher. Et en fait, la combinaison de ce besoin avec une solution qui est accessible en permanence et avec un moindre coût donne cet effet boom et rend, par exemple, des réseaux sociaux comme Facebook de plus en plus incontournables. La personne a le sentiment, en rentrant dans ces réseaux sociaux, de pouvoir se construire un univers en tout anonymat. Il peut parler avec un faux nom, il peut se créer des amis sans être physiquement en contact et donc en protégeant ses propres tares. Vu le nombre de personnes qui s'y sont agrégées, sont apparus d'autres usages, à savoir un usage plus commercial. Les entreprises ont de plus en plus tendance à proposer leur image déjà en tant que telle sur les réseaux sociaux en essayant d'impacter directement, sans intermédiaire, sans passer par une télévision, sans passer par une radio, d'impacter directement vers un public cible qui appartient à leur cercle dans ce réseau social. À la limite, ça peut même remplacer un site web commercial pour beaucoup. Ils ne l'utilisent même pas pour leur communication personnelle, mais ils l'utilisent pour du réseautage. D'autres applications que l'on voit sur le plan politique, on se rappelle assez aisément du printemps arabe et de l'impact que ça a pu avoir sur la population, rien qu'en se basant sur les réseaux sociaux. Heureux de voir que la population, quand même, a tendance à sauter au-dessus du gap numérique. Parce que dire qu'on a 1 million de personnes qui accèdent à un réseau social virtuel sur le web signifie déjà qu'ils ont un accès à Internet et qu'ils ont aussi un accès à de l'énergie, qu'ils ont aussi accès à un terminal de connexion, un ordinateur ou un téléphone portable. Si on a tendance à avoir 1 million de personnes sur les réseaux sociaux, des Sénégalais, ça signifie qu'en fait, il y a un besoin qu'ils éprouvent de communiquer pour lequel ils n'ont pas d'autre outil. On voit en l'occurrence les commerçants qui vont à l'étranger, ou bien n'importe quel Sénégalais qui vit à l'étranger de manière générale, il aura tendance, pour garder le lien avec sa famille ou avec ses amis, à avoir une page Facebook sur laquelle il va pouvoir poster, comme on dit, ou publier les informations sur sa vie, et en même temps pouvoir observer la vie des autres et partager et commenter sur la vie d'autrui. Il faut d'abord être conscient de la problématique de confidentialité. Je ne sais pas si je peux utiliser le terme Wolof Sutura. Autant on aime communiquer avec notre environnement, autant on aime protéger notre vie privée. Donc, exposer tout ce que l'on vit n'est pas tellement de notre culture. D'autant plus que dans cet environnement virtuel, chaque information qui est partagée ne nous appartient plus. Dans les réseaux sociaux, le fait de partager une photo aujourd'hui, il faut savoir que 20 ans après, cette photo peut continuer à exister sur le réseau social et les gens peuvent l'utiliser à mauvais escient. Il faut être conscient de ce risque déjà pour voir l'importance de la protection. Et donc, il est important de pouvoir
choisir des paramétrages par défaut dans ces réseaux sociaux où on dit, quand je décide de diffuser une information, elle n'est pas forcément accessible à tout le monde. Je voudrais qu'elle soit uniquement accessible à mes amis. Par défaut, il y a 3 niveaux de protection qu'il faut considérer. Le premier niveau de protection, c'est la protection de son profil, à savoir qu'on n'accepte pas que n'importe qui puisse déjà consulter nos informations, à savoir consulter notre photo, consulter notre statut, avoir les informations complémentaires, notre adresse email, notre date de naissance, etc. Donc par défaut, notre profil doit être protégé de manière à ce que si un individu veut accéder à nos informations, qu'il nous le demande d'abord. Le deuxième niveau de protection, c'est par rapport aux informations que l'on partage continuellement. Là aussi, par défaut, toute publication d'informations est censée être publique. Donc il nous faut paramétrer notre profil de manière à ce que toute information partagée soit partagée d'abord dans un cadre privé et non pas en public. Il faut vraiment faire le distinguo. Le troisième niveau de protection, c'est par rapport à la nature de l'information que nous partageons en elle-même. Et là, le système du réseau social ne peut pas nous protéger. C'est à nous de voir quelle information est susceptible d'avoir de l'intérêt auprès de notre environnement. Est-ce qu'il est vraiment nécessaire que cette information soit partagée avec les gens? Et si même elle doit être partagée, sous quelle forme? Le politicien, comme l'artiste, ce dont il a besoin, c'est d'un auditoire, de gens qui seront là, qui feront sa notoriété après, en fait. Ce n'est pas lui qui porte sa notoriété, c'est le public qui le regarde, qui l'apprécie, qui lui donne une certaine notoriété et qui sera ensuite amené à soit voter pour lui, soit acheter peut-être son disque ou acheter son œuvre d'art. Par contre, on voit aussi apparaître l'effet néfaste, à savoir que quand il publie une information, quelqu'un peut créer une autre page et la démentir, cette information. Quelqu'un peut, au lieu de démentir, publier une fausse information. Et quand cette information fausse est publiée, vu qu'elle a déjà eu un auditoire, elle se propage. Donc il y a des effets néfastes, évidents. Cela n'arrivera pas uniquement aux personnages publics, cela arrive aussi à n'importe quel autre individu. On voit fréquemment, par exemple, des filles qui avaient peut-être un copain avec lequel ils se sont fâchés. Cet ami reprend leur photo et la diffuse après transformation, ou la diffuse à un public qui n'était pas peut-être le public idéal pour ça. Autre chose aussi, il suffit que quelqu'un ait notre mot de passe pour qu'il puisse accéder à l'ensemble des informations que l'on a publiées sur un certain nombre d'années. Et même s'il ne s'agit pas d'informations publiées, il peut s'agir d'informations privées telles que les messages que nous nous envoyons avec nos correspondants. Donc cette personne a la latitude, après avoir récupéré ces informations, de les repartager dans un autre cadre, maintenant ou après, ou même faire du chantage. Ça se retrouve maintenant. Maintenant, au fur et à mesure que l'on avance, les gens se rendent compte des excès que ça crée. On verra des gens qui passeront beaucoup trop de temps dessus. Cela aura de l'impact sur leur vie professionnelle ou sur leur vie scolaire, et même sur leur propre vie sociale, à savoir qu'on voit maintenant des divorces qui sont dus uniquement aux réseaux sociaux. De la même manière qu'on s'expose dans la rue avec des gens inconnus que l'on rencontre un peu partout, on va s'exposer de la même manière à des risques, pédophilie, je ne sais pas, des vendeurs de drogue ou quoi que ce soit sur les réseaux sociaux. Donc les personnes qui sont en charge de l'éducation de la jeunesse auront de plus en plus comme devoir de surveiller cet environnement de la même manière qu'ils auraient à surveiller la jeunesse dans les maisons ou dans la rue. Le réseau social tel que nous le voyons sur la forme actuelle n'est que le fruit d'une évolution. On avait des outils de chat avant qui se sont transformés ensuite en des forums. Ces forums sont devenus des forums entre guillemets sociaux. Et là, on est passé au réseau social. Il y aura certainement d'autres formes de technologies qui faciliteront la communication, qui interviendront bien après Facebook. Et je pense que les gens qui ont migré finalement au fur et à mesure sur ces différentes couches technologiques iront vers les nouvelles solutions. On évolue dans le monde des 3D, donc il est parfaitement normal que tous les objets qui nous entourent soient en 3D. Le nouveau projet Google que je vous présente, c'est le projet Tango. Non pas Tango la danse, mais plutôt un téléphone portable qui est capable de modéliser l'intérieur de votre bâtiment en 3D. J'ai presque envie de dire que le futur est à portée de main.
Tango est un smartphone d'un écran 5 pouces doté de composants supplémentaires tels qu'un capteur de mouvement capable de mesurer la profondeur de champ et d'appareils photo qui lui permettent de suivre des mouvements en 3D et en temps réel quand vous le tenez. Le logiciel intégré permet ainsi de transformer un smartphone en outil de cartographie 3D. Bardé de capteurs, capable de générer plus de 1,4 million de mesures 3D par seconde, afin de reproduire en 3D un espace intérieur balayé par le mobile. Aujourd'hui, j'ai envie de faire de la musique avec mes mains. Je n'en dirai pas plus. It's just amazing. Aura est un instrument de musique intuitif qui permet au musicien de tenir sa musique entre ses mains, tel un chef d'orchestre qui joue seul sans orchestre. Le musicien doit enfiler des gants bardés de capteurs. Ces derniers indiquent en temps réel à un ordinateur la position et l'orientation des mains dans un champ magnétique. Les positions des mains sont interprétées puis converties en musique par un synthétiseur. Avec Aura, le musicien fait corps avec sa musique et offre à son public une représentation visuelle de sa composition. Mes amis les écolos vont être super contents. Je viens aujourd'hui pour leur présenter la pile Aquacell qui se charge avec de l'eau en 5 minutes. Regardez. Aquacell, une pile qui se charge complètement en 5 minutes et sans électricité, seulement avec de l'eau. Pour activer Aquacell, il suffit de dévisser l'embout de la pile fabriquée en maïs recyclé et de la plonger 5 minutes dans un verre d'eau du robinet. Une réaction chimique va alors charger complètement la capacité énergique de la pile. Il faut ensuite réviser l'embout et simplement sécher la pile avant de l'utiliser dans un appareil. Malheureusement, Aquacell n'est pas une pile magique. Elle est livrée vide, sans énergie, 0 volts et s'active lorsqu'on la plonge dans l'eau pour la première fois. Après utilisation, cette pile ne peut pas être rechargée, mais elle peut être recyclée. Aux adeptes des produits tech, le nouveau smartphone Galaxy S5 a été présenté à Barcelone lors du Salon international. Alors, une nouveauté, c'est que ce produit est étanche. Une autre, c'est que les utilisateurs, pour la plupart, en sont déçus. En effet, ils jugent qu'il n'y a aucune innovation et que Samsung ferait bien attention à ne pas tomber en panne de batterie. La principale innovation de ce smartphone est son lecteur d'empreintes digitales, une fonction dont son plus grand rival, l'iPhone 5S d'Apple, est déjà équipé. La reconnaissance d'empreintes permet de s'identifier à son téléphone et de régler vos achats via Internet. Le S5 intègre 2 capteurs photo-vidéo. Le Galaxy dispose aussi des accès améliorés au réseau Wi-Fi et mobile, doté d'un capteur d'activité pour mesurer vos activités physiques et même un capteur de rythme cardiaque. Néanmoins, toutes ces fonctions peuvent s'avérer très gourmandes en énergie. Pour pallier ce défaut potentiel, Samsung a inventé l'économiseur d'énergie. Ce mode met en veille les fonctions les plus gourmandes en énergie et fait basculer l'écran du terminal en noir et blanc. Il démontre aussi des limites de l'exercice. À trop vouloir en faire, Samsung prend les risques de tomber en panne de batterie. L'aventure tech prend fin. Rendez-vous est pris dans 15 jours. D'ici là, ne vous le faites pas raconter.